Le lynx roux qui aurait dû fuir à leur approche se tenait immobile devant eux, ses yeux ambrés fixés sur le puits, avec une intention qui défiait toute logique animale. Quand le faible gémissement d'un chiot monta des profondeurs, Antoine comprit que cette créature sauvage n'était pas venue chasser, mais supplier. N'oublie pas, avant de continuer, de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Dans les contreforts sauvages des Pyrénées françaises, où les ombres des vallées s'étirent comme des doigts sombres entre les sommets escarpés, la nature maintient un équilibre délicat entre beauté et danger. C'est ici, dans cette région frontalière entre la France et l'Espagne, que Maya, une lynx roux femelle de 3 ans, régnait sur son territoire avec la vigilance silencieuse propre à son espèce. Son pelage tacheté aux nuances de cuivre et de sable se fondait parfaitement dans le paysage rocheux, faisant d'elle un fantôme presque invisible pour les randonneurs occasionnels qui traversaient son domaine. Ce matin d'avril particulier commença comme tant d'autres pour Maya. L'aube avait à peine caressé les sommets quand elle émergea de son abri sous un surplomb rocheux, s'étirant longuement avant de partir pour sa patrouille quotidienne. Les premières lueurs révélaient un paysage lavé par une pluie nocturne, laissant derrière elle un monde plus vif, plus net, où chaque odeur se trouvait amplifiée par l'humidité persistante. Maya se déplaçait avec une grâce fluide, ses pattes puissantes la propulsant sans effort sur le terrain accidenté. Son territoire, méticuleusement marqué et défendu, s'étendait sur environ 8 km², englobant des zones rocheuses, des portions de forêt de pins et un petit ruisseau qui serpentait à travers la vallée. Elle connaissait chaque pierre, chaque arbre, chaque variation de terrain comme une carte imprimée dans son esprit. À 5 km de là, dans le petit village de Saint-Martin-du-Canigou, niché au pied des montagnes, Antoine Mercier chargeait son vieux Land Rover avec l'énergie d'un homme ayant une longue journée devant lui. À 52 ans, ce garde forestier au visage buriné par les éléments et aux yeux d'un bleu perçant connaissait la région mieux que quiconque. Ses cheveux poivre et sel coupés courts témoignaient des années passées sous le soleil pyrénéen, tout comme les rides profondes qui encadraient son sourire facile. « Lucas, dépêche-toi, nous sommes déjà en retard », appela Antoine, tout en vérifiant son équipement une dernière fois. Un garçon d'environ 12 ans émergea de la maison en pierre, traînant derrière lui un sac à dos presque aussi grand que lui. Son visage, un mélange parfait des traits de son père et de sa mère, s'illumina d'excitation. « J'arrive, papa. J'ai juste voulu prendre mon appareil photo, au cas où on verrait des isards. » Antoine sourit, ébouriffant affectueusement les cheveux bruns de son fils. « Bonne idée. Mais n'oublie pas que nous allons d'abord vérifier les sources après les pluies d'hier. Le travail avant le plaisir. » Derrière eux, un jeune berger allemand de 8 mois, Bandit, sautillait d'impatience, sa queue battant l'air comme un métronome déréglé. Le chiot avait été un cadeau pour le 12e anniversaire de Lucas, 3 mois auparavant, et il était rapidement devenu un membre indispensable de leur petite famille. « Bandit peut venir avec nous, n'est-ce pas ?» demanda Lucas, déjà connaissant la réponse mais cherchant confirmation. « Bien sûr, tant qu'il reste près de nous dans les zones protégées, » répondit Antoine, ouvrant la portière arrière pour permettre au chien de sauter à l'intérieur. Il doit apprendre à se comporter en forêt s'il veut devenir un bon chien de garde forestier. Le véhicule s'engagea sur la route sinueuse qui montait vers les hauteurs, laissant derrière lui les toits d'ardoise du village encore endormis. Le ciel, d'un bleu limpide après la pluie de la nuit, promettait une journée claire, idéale pour leur travail d'inspection. Pendant ce temps, Maya avait repéré les traces d'un lièvre et suivait sa piste avec la concentration d'un prédateur affamé. Son dernier repas remontait à presque 2 jours, et la faim commençait à aiguiser ses sens. Elle se déplaçait comme une ombre, chaque mouvement calculé pour maintenir le silence absolu nécessaire à une chasse réussie.
C'est alors qu'un bruit inhabituel attira son attention, brisant sa concentration. Un son étranger à la symphonie naturelle de la montagne. Le grondement lointain d'un moteur. Maya s'immobilisa, ses oreilles pointues pivotant pour mieux capter ce signal d'alerte. Les humains. Généralement, elle les évitait sans difficulté, se retirant dans les zones les plus inaccessibles de son territoire à leur approche. Mais aujourd'hui, quelque chose la fit hésiter. Une curiosité inhabituelle peut-être, ou un instinct plus profond qu'elle ne pouvait comprendre. Le Land Rover progressait lentement sur le chemin forestier, chaque chaos faisant grincer ses suspensions fatiguées. Antoine maintenait une vitesse prudente, ses yeux expérimentés scrutant le paysage à la recherche de signes de dégâts causés par les récentes pluies. À côté de lui, Lucas observait par la fenêtre, son appareil photo déjà en main. « Papa, est-ce qu'on pourrait voir un lynx aujourd'hui ?» demanda-t-il soudainement, ses yeux brillants d'espoir. Antoine sourit, sans quitter la route des yeux. « C'est très peu probable, mon grand. Les lynx sont extrêmement discrets. J'ai travaillé ici pendant 20 ans et je n'en ai aperçu que 3 fois et toujours de loin. Ils nous voient bien avant que nous puissions les voir. Mais ils existent bien dans cette région? Oui, il y a quelques individus. Les biologistes du parc en ont identifié au moins 5 grâce aux pièges photographiques. C'est un signe de bonne santé pour notre écosystème. » Sur la banquette arrière, Bandit s'était dressé, le museau collé à la vitre, comme s'il suivait leur conversation et cherchait lui aussi ces félins mystérieux. Ils arrivèrent finalement à une petite clairière où Antoine gara le véhicule. « Nous continuons à pied à partir d'ici. La première source est à environ 1 kilomètre. Maya avait modifié sa route, abandonnant momentanément sa chasse pour observer ces intrus sur son territoire. Perchée sur un affleurement rocheux qui surplombait le sentier, elle regardait les 2 humains et leurs chiens s'éloigner de leur véhicule. Son corps restait parfaitement immobile, seul le bout de sa queue trahissait parfois son agitation intérieure. Le plus jeune humain l'intriguait particulièrement, plus petit, plus vif dans ses mouvements, émettant des sons plus aigus. Mais c'était le chien qui captait le plus son attention, un membre de la famille des canidés, comme les loups qu'elle évitait soigneusement, mais celui-ci semblait différent, plus maladroit, moins menaçant. Antoine et Lucas progressaient lentement, le garde forestier notant méticuleusement l'état du terrain et de la végétation dans un petit carnet. Bandit, lui, courait en cercles autour d'eux, s'arrêtant parfois pour renifler une trace intéressante avant de revenir en bondissant vers ses maîtres. « Reste près de nous, Bandit », rappela Antoine, remarquant que le chiot s'aventurait parfois un peu trop loin. Ils atteignirent bientôt la première source, un mince filet d'eau émergeant d'une fissure dans la roche et formant un petit bassin avant de continuer sa course vers la vallée. Antoine s'agenouilla pour examiner le débit et la clarté de l'eau. « Tout semble normal ici », déclara-t-il à Lucas qui prenait des photos. La pluie a augmenté le débit, mais pas de manière excessive. Allons voir la deuxième source. C'est celle qui me préoccupe le plus après les glissements de terrain de l'hiver dernier. Maya les suivait à distance, se déplaçant parallèlement à leur trajectoire, toujours invisible, mais parfaitement consciente de chacun de leurs mouvements. Sa curiosité l'emportait sur sa prudence habituelle, un comportement rare pour ce félin normalement si circonspect. Le trio humain-canin s'engagea sur un sentier plus étroit, bordé de pins et de rochers. Le terrain devenait plus accidenté, forçant Antoine et Lucas à progresser plus lentement. Bandit, cependant, ne semblait pas affecté par ces difficultés, continuant ses explorations avec l'enthousiasme inépuisable de la jeunesse. « Bandit, reviens ici !» appela Lucas, voyant le chien disparaître derrière un gros rocher. Un aboiement excité lui répondit, suivi rapidement d'autres plus frénétiques. Antoine fronça les sourcils. Il a dû trouver quelque chose. Allons voir, mais reste derrière moi. Ils contournèrent le rocher pour découvrir Bandit,
qui aboyait en direction d'une structure en pierre partiellement dissimulée par la végétation. En s'approchant, Antoine reconnut les vestiges d'un ancien puits, probablement construit des siècles auparavant par des bergers pour abreuver leurs troupeaux durant les mois d'été. « C'est intéressant », murmura Antoine, s'approchant prudemment. Je ne connaissais pas l'existence de ce puits dans cette zone. Les aboiements de bandits redoublèrent d'intensité, et le chiot commença à tourner autour du puits, visiblement agité. « Qu'est-ce qu'il a, papa ?» demanda Lucas, sentant que quelque chose n'allait pas. Antoine s'approcha du bord du puits et se pencha légèrement. La structure, construite en pierre sèche, avait partiellement cédé d'un côté, créant une ouverture dangereuse. Le garde forestier sortit une lampe torche de sa poche et en dirigea le faisceau vers les profondeurs. « Mon Dieu !» souffla-t-il. « Lucas, reste où tu es. Ne t'approche pas du bord. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» insista le garçon, inquiet devant l'expression grave de son père. Antoine se tourna vers son fils, son visage reflétant son inquiétude. « Il y a un animal piégé là-dedans. Je ne peux pas bien voir, mais on dirait... » Un aboiement désespéré interrompit sa phrase. Mais ce n'était pas Bandit qui avait aboyé. Le son venait des profondeurs du puits. Maya, qui observait la scène depuis sa position cachée, sentit quelque chose changer dans l'air. L'agitation du chien, la tension soudaine des humains et surtout ce cri de détresse venant du puits. Quelque chose en elle réagit à ce son. Un instinct ancien plus profond que sa méfiance naturelle envers les humains et leurs compagnons. « C'est un chiot », confirma Antoine, le faisceau de sa lampe révélant enfin clairement ce qui se trouvait au fond du puits. « Un berger des Pyrénées, je crois. Il a dû tomber il y a peu de temps. » Lucas se rapprocha malgré l'avertissement de son père, son jeune visage tendu par l'inquiétude. « On doit l'aider, papa, on ne peut pas le laisser là. » Antoine évalua rapidement la situation. Le puits n'était pas extrêmement profond, peut-être 4 mètres, mais ses parois de pierre irrégulières rendaient toute descente périlleuse. Le chiot, une boule de poils blancs et gris, semblait miraculeusement indemne, bien que clairement terrifié. Il aboyait désespérément, ses yeux levés vers la lumière comme s'il implorait leur aide. « Il n'a pas l'air blessé », dit Antoine, pensant à voix haute. « Mais je ne comprends pas ce qu'un chiot de cette race fait ici, si loin des bergeries. Il a dû s'échapper de quelque part. » Bandit continuait de tourner autour du puits, partageant visiblement la détresse de son congénère piégé. Ses aboiements se mêlaient à ceux du chiot, créant une cacophonie qui résonnait dans la clairière. « Calme-toi, Bandit !» ordonna doucement Antoine, posant une main apaisante sur la tête du jeune berger allemand. Puis, se tournant vers Lucas, « Je vais appeler du renfort. La structure du puits est fragile et je ne veux pas risquer qu'elle s'effondre complètement si j'essaie de descendre. » Lucas acquiesça, bien que son regard reste fixé sur le puits. « Mais papa, ça va prendre combien de temps? Le chiot doit avoir peur. » « Je sais, mon grand, mais nous devons faire les choses correctement pour ne mettre personne en danger. » Antoine sortit son téléphone satellite, équipement standard pour les gardes forestiers travaillant dans des zones sans couverture mobile, et composa le numéro de la base des gardes. Maya, toujours cachée à la lisière des arbres, observait cette scène avec une curiosité grandissante. Les sons de détresse du chiot piégé provoquaient en elle une réaction étrange, presque viscérale. En tant que prédateur solitaire, elle aurait normalement considéré un petit canidé comme une proie potentielle, ou du moins comme un compétiteur à éviter. Mais quelque chose dans ses cris désespérés éveillait un instinct différent. Lentement, avec une prudence extrême, elle commença à se rapprocher. Son corps restait bas, épousant les contours du terrain, se déplaçant d'un couvert à l'autre. Les humains, concentrés sur le puits, ne remarquèrent pas cette présence furtive qui se glissait vers eux. Antoine terminait son appel. « Une équipe sera là dans environ 2 heures.
Ils apporteront l'équipement nécessaire pour une extraction sécurisée. 2 heures, protesta Lucas. Mais c'est trop long. Il doit avoir froid et faim. Antoine partageait l'inquiétude de son fils, mais savait également qu'une intervention précipitée pourrait aggraver la situation. Je vais essayer de le rassurer en attendant. Peut-être pouvons-nous lui donner un peu d'eau. Il s'agenouilla au bord du puits, prenant soin de ne pas exercer trop de pression sur la structure fragilisée, et parla doucement au chiot qui répondit par des gémissements plus calmes, comme s'il comprenait qu'on ne l'avait pas abandonné. Maya s'était approchée suffisamment pour avoir une vue claire de la scène. Elle se trouvait maintenant à moins de 20 mètres, dissimulée derrière un buisson de genévrier. Ses sens aiguisés lui permettaient de percevoir l'odeur de peur émanant du chiot piégé, mais aussi celle, plus complexe, des humains, un mélange de sueur, de cuir, de métal et d'autres parfums artificiels qu'elle associait à leur espèce. Antoine ouvrit son sac à dos et en sortit une petite gamelle pliable qu'il remplit d'eau. « Je vais essayer de la faire descendre, » dit-il à Lucas. À l'aide d'une corde fine qu'il gardait toujours dans son équipement, il attacha soigneusement la gamelle et commença à la descendre dans le puits. Le chiot recula d'abord, méfiant face à cet objet étrange qui descendait vers lui, puis, reconnaissant l'odeur de l'eau, s'approcha timidement et commença à boire avec avidité. Il avait soif, constata Antoine avec soulagement. C'est bon signe. Maintenant, voyons s'il acceptera un peu de nourriture. Lucas sortit rapidement de son sac quelques biscuits pour chien qu'il gardait toujours pour Bandit. « On peut lui donner ça ?» Antoine sourit face à l'empressement de son fils. « Bonne idée. » Pendant qu'il préparait cette nouvelle offrande, Maya avait continué son approche silencieuse. Une impulsion qu'elle ne comprenait pas entièrement la poussait vers ce puits, vers ses cris de détresse. Normalement, tout son instinct lui aurait commandé de fuir ces humains, ces intrus dans son territoire. Mais aujourd'hui, quelque chose de plus fort la guidait. Bandit fut le premier à la détecter. Son corps se raidit soudainement, son museau pointant dans la direction du lynx caché. Un grognement sourd monta dans sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a, Bandit ?» demanda Lucas, suivant le regard de son chien. Antoine se figea, percevant immédiatement le changement d'attitude de l'animal. Ses années d'expérience en forêt lui avaient appris à reconnaître les signes d'une présence sauvage. Lentement, très lentement, il se tourna dans la direction que fixait Bandit. Et c'est là qu'il la vit, une silhouette féline, presque parfaitement camouflée entre les ombres et les taches de lumière filtrées par les arbres. 2 yeux ambrés, intenses et intelligents, les observaient sans ciller. « Lucas » murmura Antoine, sa voix à peine audible. « Ne bouge pas. Regarde là-bas, entre les genévriers. » Le garçon suivit la direction indiquée et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est un lynx ?» souffla-t-il, l'excitation et la peur se mêlant dans sa voix. « Oui » confirma Antoine, immobile. « Une femelle, je pense. Et elle nous observe depuis un moment, j'en suis sûr. » Maya, consciente d'avoir été repérée, resta parfaitement immobile. Fuir maintenant aurait été son réflexe naturel, mais quelque chose la retenait. Les cris du chiot dans le puits avaient diminué en intensité, comme s'il sentait lui aussi cette nouvelle présence. « Qu'est-ce qu'on fait, papa ?» chuchota Lucas, son corps tendu mais ses yeux brillants d'une fascination irrépressible. « Rien », répondit Antoine, son regard ne quittant pas le lynx. « Nous ne faisons rien qui puisse l'effrayer ou la provoquer. C'est extrêmement rare qu'un lynx s'approche autant des humains. Elle doit avoir une raison. » Comme pour confirmer ses paroles, Maya fit un pas en avant, sortant partiellement de sa cachette. La lumière du soleil révéla pleinement son pelage magnifique, ses oreilles pointues surmontées de touffes noires et sa courte queue caractéristique. Bandit émit un autre grognement, plus menaçant cette fois. « Non, Bandit », commanda fermement Antoine, « reste tranquille. » Le chien obéit à contre-cœur
bien que tout son corps reste tendu, prêt à bondir pour défendre ses maîtres si nécessaire. Maya continua son approche, pas à pas, ses mouvements fluides et contrôlés. Elle s'arrêtait fréquemment, évaluant la situation, tous ses sens en alerte. Les humains et leurs chiens ne représentaient pas son objectif principal, c'était le puits qui l'attirait, ou plus précisément, ceux qui se trouvaient à l'intérieur. « C'est incroyable », murmura Antoine, observant ce comportement inhabituel. On dirait presque qu'elle s'intéresse aux chiots dans le puits. Comme pour confirmer cette hypothèse, Maya contourna prudemment les humains, maintenant une distance respectueuse, mais se dirigeant clairement vers le bord du puits. Arrivée à quelques mètres, elle s'arrêta et tendit le cou, comme si elle essayait de voir ce qui se trouvait au fond. Le chiot piégé, sentant cette nouvelle présence, émit un petit gémissement interrogateur. Maya répondit par un son étrange, à mi-chemin entre le ronronnement et le miaulement, un son que ni Antoine ni Lucas n'avaient jamais entendu auparavant. « Je n'en crois pas mes yeux », souffla Antoine. « C'est comme si elle communiquait avec lui. » Lucas, malgré la tension de la situation, ne put s'empêcher de sourire. « Peut-être qu'elle veut l'aider, comme nous. » Antoine savait que c'était peu probable. Les lynx n'étaient pas connus pour leur comportement altruiste envers d'autres espèces. Et pourtant, il ne pouvait nier ce qu'il voyait de ses propres yeux. Ce félin sauvage, normalement si farouche, se tenait là, à quelques mètres d'eux, manifestant un intérêt évident pour un chiot piégé. « Quoi qu'il en soit, » dit finalement Antoine, « nous devons rester concentrés sur notre tâche. L'équipe de secours arrivera bientôt, et nous devons être prêts. » Mais même en prononçant ces mots, il ne pouvait détacher son regard de Maya, qui continuait sa surveillance silencieuse au bord du puits, comme une sentinelle inattendue, veillant sur le petit prisonnier. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur exaspérante. Antoine consultait régulièrement sa montre, calculant mentalement le temps restant avant l'arrivée des renforts. Lucas, assis sur un rocher à quelques mètres du puits, gardait ses yeux rivés sur Maya, n'osant pas sortir son appareil photo de peur d'effrayer le félin sauvage. « Papa, chuchota-t-il finalement, tu crois que c'est normal ce qu'elle fait ?» Antoine secoua lentement la tête. « Non, pas du tout. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un comportement similaire. Les lynx sont des créatures extrêmement solitaires et méfiantes. Celui-ci devrait être à des kilomètres d'ici, pas à nous observer comme si elle attendait quelque chose. » Maya n'avait pratiquement pas bougé depuis plusieurs minutes. Accroupie près du bord du puits, à une distance prudente des humains, elle fixait les profondeurs, ses oreilles pivotant occasionnellement pour capter les sons émis par le chiot. De temps à autre, elle émettait ce même son étrange, ce miaulement rauque qui semblait apaiser le petit prisonnier. « Je me demande si elle le connaît », suggéra Lucas, son esprit d'enfant cherchant une explication à cette situation extraordinaire. Antoine allait répondre que c'était hautement improbable lorsqu'un souvenir remonta à la surface de sa mémoire. « Attends, » murmura-t-il, fronçant les sourcils. « Il y a environ 2 mois, un berger de la vallée m'a signalé quelque chose d'inhabituel. Une de ses chiennes venait de mettre bas, et il jurait avoir vu un lynx rôder autour de sa bergerie pendant plusieurs nuits. « Tu crois que c'est le même lynx ?» demanda Lucas, les yeux écarquillés. « Possible. Son territoire pourrait s'étendre jusque-là. » Antoine observa Maya avec un regard nouveau, se demandant si le félin avait développé une sorte de fascination pour les chiens après cette rencontre. Un nuage passa devant le soleil, plongeant momentanément la clairière dans l'ombre. Antoine leva les yeux vers le ciel et fronça les sourcils. Le temps change, il faut espérer que la pluie attendra l'arrivée des secours. Comme pour contredire cet espoir, un grondement lointain se fit entendre, le tonnerre annonçant un orage approchant. Lucas jeta un regard inquiet vers le puits. « Si la pluie commence,
Le chiot pourrait se noyer, n'est-ce pas? Antoine n'avait pas voulu alarmer son fils, mais c'était précisément ce qui l'inquiétait. Les orages de montagne pouvaient être soudains et violents, transformant en minutes des terrains secs en ruisseaux impétueux. Le puits, déjà partiellement rempli d'eau de pluie, pourrait rapidement devenir un piège mortel. Nous devrons peut-être agir avant l'arrivée des renforts, admit Antoine, commençant à évaluer les ressources à sa disposition. Il avait une corde dans son sac à dos, mais pas assez longue ni assez solide pour supporter son poids. Et la structure du puits l'inquiétait. Les pierres semblaient instables, prêtes à s'effondrer sous toute pression supplémentaire. Maya sembla percevoir le changement d'atmosphère. Elle se leva, faisant quelques pas nerveux autour du puits, son regard alternant entre le ciel assombrissant et les humains. Son comportement suggérait une agitation croissante, comme si elle aussi comprenait que la situation devenait plus urgente. Le chiot au fond du puits émit une série d'aboiements aigus, peut-être réagissant à l'agitation de Maya ou percevant lui-même l'approche de l'orage. « Il faut faire quelque chose, papa », insista Lucas, incapable de rester inactif face à la détresse évidente du chiot. Antoine évalua de nouveau la situation. « J'ai une idée. On pourrait fabriquer une sorte de harnais avec les sangles de nos sacs à dos. Tu es plus léger que moi. Je pourrais te descendre suffisamment pour que tu puisses attraper le chiot. » Le visage de Lucas s'illumina à cette proposition. « Je peux le faire. Je n'ai pas peur. » Antoine sourit malgré l'inquiétude qui lui nouait l'estomac. « Je sais que tu es courageux, mon grand, mais c'est risqué et je ne le suggérerais pas si nous avions d'autres options. » Ils commencèrent immédiatement à préparer ce système de fortune. Antoine vida son sac à dos, puis celui de Lucas, utilisant les sangles réglables pour créer un harnais rudimentaire. Avec sa ceinture et quelques mousquetons tirés de son équipement, il renforça la construction, vérifiant chaque point d'attache avec une attention méticuleuse. Pendant qu'il travaillait, Maya les observait avec ce qui semblait être de la curiosité. Elle s'était rapprochée légèrement, comme attirée par leur activité frénétique. Bandit, qui s'était tenu tranquille jusque-là, recommença à grogner doucement. « C'est bon, Bandit », murmura Antoine, sans interrompre son travail. « Elle ne nous veut pas de mal. » Une première goutte de pluie tomba, puis une autre. L'orage approchait plus rapidement que prévu. « On doit se dépêcher », dit Antoine, ajustant une dernière fois le harnais improvisé avant de le tendre à Lucas. « Enfile ça. Je vais t'expliquer exactement comment procéder. » Lucas obéit, glissant ses jambes dans les boucles tandis que son père sécurisait les sangles autour de sa taille et de ses épaules. Le garçon semblait minuscule dans ce dispositif d'adulte, mais Antoine avait fait de son mieux pour l'adapter à sa taille. « Écoute-moi bien, » dit Antoine, s'agenouillant pour être au niveau des yeux de son fils. « Je vais te descendre lentement. Tu ne touches pas les parois du puits, tu restes au centre. Quand tu atteins le fond, tu prends le chiot dans tes bras et tu me fais signe. Je te remonte immédiatement. Si tu sens quoi que ce soit d'anormal, un mouvement dans les pierres, une douleur dans le harnais, tu me le dis tout de suite. Compris ?» Lucas hocha la tête, son visage reflétant un mélange de peur et de détermination. « Compris, papa. » La pluie s'intensifiait, les gouttes s'écrasant sur les pierres avec un bruit de plus en plus insistant. Antoine conduisit Lucas vers le puits, vérifiant une dernière fois chaque point d'attache du harnais. Il attacha l'autre extrémité de la corde à sa propre taille, se positionnant de manière à pouvoir contrôler la descente avec tout son poids. Maya s'était écartée légèrement, mais ne montrait aucun signe de vouloir quitter les lieux malgré la pluie qui mouillait désormais son pelage tacheté. Ses yeux restaient fixés sur le puits, comme si elle surveillait chaque mouvement des humains. « Prêt ?» demanda Antoine, jetant un dernier regard au ciel orageux. « Prêt », confirma Lucas, la voix plus ferme qu'il ne s'y attendait. Antoine commença à faire descendre son fils dans l'ouverture, contrôlant la corde avec une précision née de l'expérience et accentuée par la peur paternelle.
Lucas disparut graduellement dans les profondeurs, centimètre par centimètre, guidé par les instructions continues de son père. Doucement. Ne touche pas la paroi à ta gauche, elle semble instable. C'est bien, continue comme ça. La descente sembla durer une éternité, bien que le puits ne fût pas particulièrement profond. Antoine pouvait sentir chaque tremblement de la corde, chaque ajustement du poids de son fils. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il pourrait sortir de sa poitrine. « Je vois le chiot !» cria Lucas du fond du puits, sa voix résonnant contre les parois de pierre. Il a l'air effrayé, mais il n'est pas blessé. « Parfait !» répondit Antoine, soulagé. « Prends-le doucement dans tes bras et assure-toi qu'il est calme avant que je ne commence à te remonter. » Un grondement de tonnerre plus proche fit sursauter Antoine. La pluie tombait maintenant en rideau, rendant la corde glissante entre ses mains. Il resserra sa prise, déterminé à ne pas laisser la moindre marge d'erreur. « Papa !» La voix de Lucas montait du puits, teintée d'urgence. « Il y a de l'eau qui commence à monter ici. » Antoine savait que c'était une possibilité. Le ruissellement de la pluie pouvait rapidement s'accumuler dans le puits. « Ne panique pas. Prends le chiot et donne-moi le signal. »« Je l'ai !» cria Lucas quelques secondes plus tard. « Tu peux remonter. » Antoine commença immédiatement à tirer, utilisant toute sa force pour hisser son fils et le chiot hors du puits. Ses muscles protestaient sous l'effort, mais l'adrénaline et la peur pour la sécurité de Lucas lui donnaient une énergie surhumaine. C'est alors qu'un craquement sinistre se fit entendre. L'une des pierres formant le rebord du puits venait de se déplacer sous la tension de la corde. Antoine sentit son cœur s'arrêter. Si le puits s'effondrait maintenant, avec Lucas encore à l'intérieur. « Papa ?» La voix de Lucas trahissait sa peur grandissante. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, mon grand », mentit Antoine, cherchant désespérément une solution. « Continue à tenir le chiot fermement. » Le rebord continuait à s'effriter, des petits morceaux de pierre tombant dans le puits. Antoine savait qu'il ne pouvait pas relâcher la corde, mais il ne pouvait pas non plus continuer à exercer la même pression sur ce point précis sans risquer un effondrement total. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Maya, qui avait observé toute la scène avec une attention soutenue, s'approcha soudainement du puits. Sans hésitation, comme guidée par un instinct incompréhensible, elle se positionna précisément à l'endroit où la structure menaçait de céder. Antoine retint son souffle, incapable de croire ce qu'il voyait. Le lynx, cette créature sauvage normalement si méfiante envers les humains, pressait délibérément son corps contre les pierres instables, comme si elle tentait de les maintenir en place. Son pelage trempé par la pluie collait à son corps musclé, révélant la tension de chaque muscle sous sa peau. « Maya » murmura Antoine, utilisant instinctivement le nom que Lucas avait donné au félin. Le regard ambré du lynx croisa brièvement celui d'Antoine, et dans cet échange fugace, le garde forestier crut percevoir une intelligence, une intentionnalité qui dépassait tout ce qu'il avait pu observer chez un animal sauvage au cours de sa longue carrière. « Papa !» La voix de Lucas résonnait avec urgence depuis les profondeurs du puits. « L'eau monte vraiment vite maintenant. » Cette alarme ramena Antoine à la réalité immédiate du danger. Avec une détermination renouvelée, il reprit son effort, tirant sur la corde tout en surveillant la position de Maya. Le lynx n'avait pas bougé, son corps fermement pressé contre la section fragilisée du rebord. Les pierres tremblaient, mais tenaient bon sous cette pression combinée. Centimètre par centimètre, Antoine remontait son fils. Ses muscles brûlaient sous l'effort, ses mains écorchées par la corde rugueuse, rendue glissante par la pluie. Mais rien de tout cela n'importait. Seule comptait la silhouette de Lucas qui apparaissait progressivement à l'ouverture du puits. « Je le vois !» s'exclama Antoine, apercevant enfin les cheveux mouillés de son fils. Encore un petit effort. Lucas émergea finalement, tenant serré contre sa poitrine un petit chiot blanc et gris,
tremblant de froid et de peur. Le garçon était pâle, ses vêtements trempés, mais son visage s'illumina d'un sourire triomphant lorsqu'il réalisa qu'ils étaient tous deux sauvés. Antoine aida son fils à franchir complètement le rebord du puits, le tirant en sécurité sur la terre ferme. À peine Lucas avait-il touché le sol qu'Antoine l'enveloppait dans une étreinte féroce, le serrant comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. « Tu as été incroyable », murmura-t-il dans les cheveux mouillés de son fils. « Je suis si fier de toi. » Le chiot entre eux émit un petit gémissement plaintif, rappelant sa présence. Lucas desserra légèrement son étreinte pour permettre à la petite créature de respirer. « Regarde, papa, » dit-il doucement. « C'est vraiment un berger des Pyrénées. Il est tout petit, il doit à peine avoir 2 mois. » Antoine examina rapidement le chiot. Malgré son séjour au fond du puits, l'animal semblait en relativement bonne santé, effrayé et trempé certainement, mais sans blessure apparente. Son pelage, qui aurait été blanc et luxuriant s'il avait été sec, pendait en mèches grises et boueuses autour de son petit corps frissonnant. « Il a besoin de chaleur », dit Antoine, retirant immédiatement sa veste pour envelopper le chiot. « Il risque l'hypothermie. » Ce n'est qu'à ce moment qu'il se souvint de Maya. Le lynx avait reculé de quelques pas maintenant que la crise immédiate était passée, mais n'avait pas fui. Elle se tenait à une distance prudente, ses yeux fixés non pas sur les humains, mais sur le petit paquet tremblant dans les bras de Lucas. « Papa » chuchota Lucas, suivant le regard de son père. « Elle nous a aidés, n'est-ce pas ?» Antoine hocha lentement la tête, incapable de nier ce qu'il avait vu de ses propres yeux. « Oui, je crois bien que oui. » La pluie continuait de tomber, moins violemment maintenant, mais suffisamment pour leur rappeler qu'ils devaient retrouver un abri. Antoine jeta un regard vers sa montre. L'équipe de secours ne serait pas là avant au moins 1 heure. « Nous devons nous mettre à l'abri, » décida-t-il. « Il y a une cabane de garde forestier à environ 20 minutes de marche. Nous y serons au sec, et nous pourrons réchauffer ce petit bonhomme. » Lucas acquiesça, mais son regard restait fixé sur Maya. « Et elle ?» demanda-t-il, comme s'il était impensable de partir sans le lynx. Antoine sourit face à la préoccupation de son fils. « C'est un animal sauvage, Lucas. Elle saura trouver son propre abri. » Mais même en prononçant ces mots, Antoine n'était plus aussi certain de comprendre ce qu'était vraiment Maya. Un lynx ordinaire aurait fui depuis longtemps, effrayé par la présence humaine, les bruits, l'agitation. Pourtant, elle restait là, immobile sous la pluie, observant le chiot avec ce qui ressemblait étrangement à de l'inquiétude. Ils commencèrent à rassembler leurs affaires éparses, Antoine aidant Lucas à remettre son sac à dos, tout en tenant le chiot enveloppé dans sa veste. Bandit, qui s'était tenu à l'écart pendant toute l'opération de sauvetage, s'approcha timidement pour renifler le nouveau venu. Le petit berger des Pyrénées réagit par un faible gémissement, trop épuisé même pour avoir peur. « Ils s'entendront bien », prédit Lucas, observant l'interaction entre les 2 chiens. Antoine hocha la tête, puis, sur une impulsion, se tourna vers Maya. « Merci », dit-il simplement, sachant que c'était absurde de parler ainsi à un animal sauvage, mais incapable de réprimer ce sentiment de gratitude. À sa grande surprise, Maya inclina légèrement la tête, comme si elle comprenait ses paroles. Puis, dans un mouvement fluide qui laissa Antoine et Lucas bouche bée, elle s'approcha d'eux. Lucas se figea, serrant le chiot contre lui. « Papa ?» murmura-t-il, un mélange de crainte et d'émerveillement dans la voix. « Ne bouge pas », conseilla Antoine, aussi stupéfait que son fils mais déterminé à rester calme. « Laisse-la venir. » Maya s'avança avec une grâce délibérée, ses pattes silencieuses malgré le sol détrempé. Elle s'arrêta à moins d'1 mètre de Lucas, son regard fixé sur le paquet tremblant dans ses bras. Le chiot, sentant cette présence, tourna sa petite tête mouillée vers le lynx. Ce qui se passa ensuite
défie toute explication rationnelle. Le chiot émit un petit son, à mi-chemin entre un gémissement et un miaulement. Maya répondit par ce même son étrange qu'elle avait produit plus tôt, ce ronronnement rauque qui ne ressemblait à rien de ce qu'Antoine avait entendu auparavant. « On dirait qu'ils se parlent », chuchota Lucas, émerveillé. Antoine ne pouvait pas le nier. L'échange entre le félin sauvage et le chiot domestique avait une qualité presque conversationnelle, comme s'ils partageaient un langage que ni lui ni son fils ne pouvaient comprendre. Après quelques instants de cet échange mystérieux, Maya fit quelque chose d'encore plus extraordinaire. Elle s'avança d'un dernier pas et, délicatement, tendit son museau pour toucher celui du chiot. Le contact fut bref, doux, presque tendre, une salutation ou peut-être une bénédiction. Lucas restait parfaitement immobile, à peine osant respirer. Antoine lui-même sentait son cœur battre à tout rompre, conscient d'être témoin d'un moment d'une rareté exceptionnelle. Puis, aussi soudainement qu'elle s'était approchée, Maya recula. Elle jeta un dernier regard au chiot, puis à Antoine comme si elle évaluait s'il était digne de confiance pour prendre soin de cette petite créature. Satisfaite, apparemment, elle se détourna et s'éloigna silencieusement sous la pluie. « Elle part », murmura Lucas, une note de déception dans la voix. « C'est mieux ainsi », répondit Antoine, bien qu'il partage secrètement le sentiment de son fils. « Elle appartient à la forêt. » Ils regardèrent Maya disparaître parmi les arbres, sa silhouette tachetée se fondant parfaitement dans l'environnement naturel jusqu'à devenir invisible. Seule une légère ondulation des buissons indiquait son passage, puis plus rien, comme si elle n'avait jamais été là. « Tu crois qu'on la reverra ?» demanda Lucas, serrant toujours le chiot contre lui. Antoine sourit, passant un bras autour des épaules de son fils. « Je ne sais pas, mais je pense que cette rencontre n'était pas un hasard. » Le tonnerre gronda au loin, leur rappelant qu'ils devaient se mettre en route. Antoine vérifia une dernière fois que le chiot était bien enveloppé, puis ajusta son sac sur ses épaules. « Allons-y, » dit-il. « Nous avons un long chemin jusqu'à la cabane et ce petit bonhomme a besoin de chaleur et de nourriture. » Ils commencèrent à marcher, Bandit trottant fidèlement à leur côté. Le chiot, épuisé par son épreuve, s'était endormi dans les bras de Lucas, son petit corps se réchauffant progressivement grâce à la chaleur humaine et à la veste qui l'enveloppait. Alors qu'il s'éloignait du puits, Antoine ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière, à moitié convaincu qu'il apercevrait Maya, les observant depuis la lisière des arbres. Mais la forêt restait silencieuse et immobile sous la pluie qui s'atténuait progressivement. Pourtant, tandis qu'il progressait sur le sentier boueux, Antoine ne pouvait se défaire de l'impression qu'ils étaient suivis, non pas d'une manière menaçante, mais plutôt comme si une présence bienveillante veillait sur eux, assurant leur passage en sécurité à travers la forêt sauvage. « Papa », dit soudain Lucas, interrompant les pensées d'Antoine. « J'ai décidé comment je vais l'appeler. »« Le chiot ?» demanda Antoine, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Lucas hocha la tête, son visage encore éclairé par l'émerveillement de leur rencontre extraordinaire. « Je vais l'appeler Lynx. » La cabane forestière apparut finalement entre les arbres comme un havre de paix dans la tempête qui s'estompait progressivement. C'était une construction modeste mais solide, faite de rondins de pin et couverte d'un toit en ardoise, typique de la région. Antoine sortit un trousseau de clés de sa poche et ouvrit la porte, faisant entrer Lucas et les deux chiens dans l'abri sec et relativement chaud. « Pose le chiot près de la cheminée », instruisit Antoine en allumant quelques lampes à pétrole qui baignèrent l'intérieur d'une lueur ambrée. « Je vais faire du feu. » Lucas obéit, déposant délicatement le petit lynx sur un tapis usé devant l'âtre vide. Le chiot s'éveilla brièvement, clignant des yeux avec confusion avant de se rendormir, épuisé par son traumatisme.
Bandit s'approcha, reniflant avec curiosité le nouveau venu avant de s'allonger protectivement à ses côtés, comme s'il comprenait intuitivement que le chiot avait besoin de chaleur et de réconfort. Antoine s'activait déjà, disposant du petit bois et des bûches dans la cheminée avec l'expertise d'un homme habitué à la vie en forêt. En quelques minutes, un feu crépitait joyeusement, projetant des ombres dansantes sur les murs en bois et diffusant une chaleur bienvenue dans la pièce unique qui constituait l'essentiel de la cabane. « Enlève tes vêtements mouillés », dit Antoine à son fils tout en retirant sa propre chemise trempée. « Il y a des couvertures dans le coffre sous la fenêtre. » Pendant que Lucas se changeait, Antoine examina plus attentivement le chiot maintenant éclairé par la lumière du feu. Lynx était indéniablement un berger des Pyrénées de pure race, son museau délicat, ses oreilles tombantes et son pelage qui, même mouillé et souillé, révélait une texture qui deviendrait luxuriante avec l'âge. Une race précieuse et respectée dans la région, utilisée depuis des siècles pour garder les troupeaux contre les prédateurs, y compris les lynx. « C'est vraiment étrange », murmura Antoine, plus pour lui-même que pour Lucas. « Quoi donc ?» demanda le garçon, qui avait enfilé un pull sec tiré de son sac à dos. « Ce chiot. Les bergers des Pyrénées ne se trouvent pas à l'état sauvage. Celui-ci appartient forcément à quelqu'un, probablement un éleveur ou un berger des environs. Mais comment s'est-il retrouvé au fond de ce puits, si loin de toute habitation ?» Lucas s'agenouilla à côté des chiens, caressant doucement la tête humide de Lynx. « Peut-être qu'il s'est perdu, ou qu'il a été abandonné. » Antoine secoua la tête. « Peu probable. Ces chiens valent cher, et ils sont très appréciés pour leur travail. Aucun berger sensé n'abandonnerait un chiot comme celui-ci. » « Alors comment expliques-tu que Maya semblait le connaître ?» demanda Lucas, formulant la question qui les préoccupait tous deux depuis leur extraordinaire rencontre. Antoine soupira, s'asseyant lourdement sur une chaise en bois près du feu. « Je ne peux pas l'expliquer, Lucas. Ce que nous avons vu aujourd'hui défie tout ce que je croyais savoir sur le comportement animal. » Il repensa à cette scène surréaliste, un lynx sauvage aidant au sauvetage d'un chiot, puis échangeant avec lui ce qui ressemblait à une communication délibérée. En 20 ans de carrière dans les forêts pyrénéennes, il n'avait jamais rien observé de tel, ni même entendu parler d'un comportement similaire. « Tu sais, » dit Lucas après un moment de silence bercé par le crépitement du feu, « j'ai lu une histoire une fois, sur un loup qui avait élevé un chiot abandonné. » Antoine sourit avec indulgence. « Tu parles du livre de la jungle ou de Romulus et Remus ?»« Non, c'était une histoire vraie, dans un magazine scientifique à l'école, » insista Lucas. Des chercheurs avaient documenté le cas d'une louve qui avait adopté un chiot après avoir perdu ses propres petits. Antoine considéra cette information avec un intérêt renouvelé. Les cas d'adoption interspécifique n'étaient pas inédits dans le règne animal, bien que généralement observés dans des contextes contrôlés ou exceptionnels. Mais un lynx sauvage et un chiot domestique, cela semblait pousser les limites du crédible. « Tu crois que Maya pourrait avoir adopté Lynx ?» demanda Lucas, formulant l'hypothèse qui commençait à se former dans l'esprit d'Antoine. « Je ne sais pas, » admit Antoine. « C'est difficile à imaginer, mais comment expliquer autrement son comportement ?» Un bruit soudain à l'extérieur interrompit leur conversation, un craquement distinct comme une branche qui se brise sous un poids. Antoine se leva d'un bond, soudainement alerte. Il s'approcha de la fenêtre et scruta l'obscurité grandissante à l'extérieur. « Tu as vu quelque chose ?» chuchota Lucas. Antoine plissa les yeux, essayant de percer l'obscurité entre les arbres. « Non, mais... » La phrase resta en suspens. Il n'avait rien vu, et pourtant il ressentait une présence. Cette même sensation qu'il avait eue sur le chemin, comme si quelque chose ou quelqu'un les observait, les suivait. « C'est elle, n'est-ce pas ?» demanda Lucas,
sa voix mêlant excitation et appréhension. « Maya nous a suivis jusqu'ici. » Antoine ne répondit pas immédiatement, continuant à scruter les ombres. Puis, pendant un bref instant, il crut apercevoir un reflet, 2 points lumineux, comme des yeux captant la lumière qui filtrait de la cabane. Mais la vision disparut si vite qu'il ne pouvait être certain de ne pas l'avoir imaginée. « Peut-être, dit-il finalement, se détournant de la fenêtre. Si c'est le cas, elle reste à distance, ce qui serait normal pour un lynx. Mais pas pour Maya, souligna Lucas avec cette logique simple mais implacable des enfants. Elle n'a rien fait de normal aujourd'hui. Antoine ne pouvait contredire cette observation. Il revint s'asseoir près du feu, observant le petit lynx qui commençait à s'agiter dans son sommeil. Le chiot s'éveilla soudain, émettant un petit gémissement plaintif. « Il doit avoir faim, » dit Lucas, tendant la main pour caresser le chiot tremblant. « Tu as raison, » acquiesça Antoine, fouillant dans son sac. « J'ai quelques provisions qui pourraient se convenir. » Il sortit un morceau de jambon séché qu'il avait emporté pour leur déjeuner et en coupa de minuscules morceaux qu'il plaça dans une assiette creuse trouvée dans le placard de la cabane. Lucas remplit un bol d'eau fraîche tirée de leur gourde et les plaça tous deux devant le chiot. Lynx hésita un instant, puis, poussé par la faim, commença à manger avidement, sa petite langue rose lapant l'eau entre 2 bouchées de jambon. Bandit observait la scène avec ce qui ressemblait à une expression de satisfaction canine. « Il avait vraiment faim », constata Lucas, soulagé de voir le chiot reprendre des forces, ce qui signifie qu'il était probablement piégé depuis au moins un jour, en déduisit Antoine. Encore une question, comment est-il tombé dans ce puits en premier lieu? Ces chiens sont intelligents, ils ne tombent pas simplement dans des trous. Lucas réfléchit un moment. Et si quelqu'un l'avait mis là intentionnellement? Cette suggestion troublante plana dans l'air comme un nuage sombre. Antoine voulait rejeter cette idée. Qui pourrait être assez cruel pour abandonner un chiot dans un puits abandonné? Mais ses années d'expérience lui avaient appris que la cruauté humaine pouvait parfois dépasser l'entendement. Dans ce cas, dit-il lentement, Maya l'aurait peut-être sauvé une première fois. Peut-être l'a-t-elle trouvé et essayé de le secourir, sans succès, avant de nous conduire jusqu'à lui. C'était une théorie fantaisiste, et pourtant, elle semblait étrangement cohérente avec ce qu'ils avaient observé. Le comportement de Maya n'était pas celui d'une créature qui découvrait par hasard un chiot piégé. C'était celui d'un être qui connaissait déjà le petit animal qui s'en souciait. Un nouveau bruit à l'extérieur, plus proche cette fois, les fit sursauter tous les deux. Antoine se leva, s'approchant de nouveau de la fenêtre. Cette fois, il n'y avait aucun doute. 2 yeux ambrés brillaient clairement dans l'obscurité fixée sur la cabane. « C'est elle, » chuchota-t-il, faisant signe à Lucas de venir voir. « Elle est là. » Lucas se précipita à la fenêtre, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il aperçut le regard lumineux du lynx dans la nuit. « Elle veille sur Lynx », murmura-t-il avec une conviction absolue. Antoine ne pouvait plus rejeter cette possibilité, aussi extraordinaire soit-elle. Il semblerait bien que oui. Un bruit de moteur rompit soudain le silence de la forêt, faisant disparaître les yeux ambrés dans la nuit. Antoine consulta sa montre. L'équipe de secours arrivait enfin, avec presque 1 heure de retard sur l'horaire prévu. « Reste ici avec les chiens », dit-il à Lucas, en enfilant rapidement une veste sèche. « Je vais les guider jusqu'à la cabane. » Il sortit dans l'air frais de la nuit, une lampe torche à la main, et se dirigea vers le chemin forestier, où les phares d'un véhicule tout-terrain perçaient désormais l'obscurité. Le 4x4 du parc naturel s'arrêta à quelques mètres de lui, et 2 silhouettes en descendirent, équipées de lampes frontales qui balayaient les alentours. Antoine. La voix de Pierre Moreau, un collègue garde forestier, résonna dans la clairière. « On a eu un mal fou à vous trouver avec ce temps.
Le chemin principal est complètement inondé, on a dû faire un détour. L'important c'est que vous soyez là, répondit Antoine, serrant la main de son collègue avant de saluer le second homme, un médecin urgentiste qu'il connaissait de vue. « Comment va l'enfant » demanda immédiatement le médecin, docteur Leroy, selon son badge. « Mon fils va bien », le rassura Antoine. « C'est plutôt pour un autre rescapé que votre présence est précieuse. » Les sourcils du médecin se haussèrent avec surprise. « On nous a appelés pour un enfant tombé dans un puits. » « Il y a eu un malentendu, » expliqua Antoine en guidant les deux hommes vers la cabane. « C'est un chiot qui était piégé dans le puits. Mon fils l'a remonté, mais le petit a passé au moins une journée là-dedans, probablement sans nourriture. » Pierre et le docteur Leroy échangèrent un regard, visiblement soulagés qu'il ne s'agisse pas d'une urgence humaine, mais aussi un peu déconcertés d'avoir été mobilisés pour un animal. « Un chiot, tu dis ?» demanda Pierre alors qu'ils approchèrent de la cabane. « Comment diable s'est-il retrouvé dans un puits en pleine forêt ?»« C'est justement ce que j'aimerais comprendre, » répondit Antoine, ouvrant la porte de la cabane. À l'intérieur, Lucas était assis près du feu, le petit lynx sur ses genoux. Le chiot semblait s'être un peu remis. Son pelage commençait à sécher, révélant une blancheur presque lumineuse dans la lueur des flammes, et il léchait affectueusement la main du garçon. « Messieurs, voici notre rescapé, » annonça Antoine. Le docteur Leroy, après un moment d'hésitation, s'approcha et s'agenouilla pour examiner le chiot. Bien que spécialisé en médecine humaine, il avait suffisamment de connaissances vétérinaires de base pour évaluer l'état de santé général d'un animal. « C'est un berger des Pyrénées, » observa-t-il, ses mains expertes palpant délicatement le corps du chiot. « Assez jeune, 2 mois tout au plus. Il semble déshydraté mais pas gravement. Pas de fractures apparentes, ce qui est miraculeux considérant la chute. »« Alors il va s'en sortir ?» demanda anxieusement Lucas. Le médecin sourit au garçon. « Je pense que oui. Il est jeune et résilient. Quelques jours de bons soins et il sera comme neuf. » Pierre s'était approché de la fenêtre, scrutant l'obscurité extérieure. « Antoine, tu as mentionné un lynx au téléphone. Tu peux nous en dire plus ?» Antoine hésita, conscient que son récit risquait de paraître fantaisiste, voire délirant. Comment expliquer à ses collègues rationnels qu'un lynx sauvage avait non seulement aidé au sauvetage d'un chiot, mais semblait également partager avec lui une sorte de lien mystérieux? « C'est une histoire compliquée, » commença-t-il prudemment. « Nous avons effectivement rencontré un lynx femelle près du puits. Son comportement était inhabituel. »« Inhabituel comment ?» insista Pierre, un spécialiste des grands carnivores qui travaillait occasionnellement avec l'Office national de la chasse sur le suivi des populations de lynx. « Elle nous a aidés, » intervint Lucas avec enthousiasme. « Elle a maintenu les pierres du puits en place pendant que papa me remontait avec Lynx. » Pierre et le docteur Leroy échangèrent un regard sceptique. « Lynx » demanda Pierre. « C'est comme ça que j'ai appelé le chiot, » expliqua Lucas. « Parce que Maya l'a sauvé. »« Maya, le lynx » précisa Antoine, se sentant de plus en plus absurde à mesure qu'il tentait d'expliquer la situation. « Écoutez, je sais que ça semble invraisemblable, mais ce lynx a manifesté un comportement que je ne peux qualifier que d'intentionnel. Elle semblait connaître le chiot, s'inquiéter pour lui. » Pierre secoua la tête, incrédule. « Antoine, tu sais aussi bien que moi que les lynx sont des prédateurs solitaires. Ils ne s'inquiètent pas pour d'autres espèces, surtout pas pour des canidés qui sont potentiellement leurs compétiteurs. »« Je sais ce que j'ai vu, » insista Antoine calmement. « Et ce n'était pas un comportement normal de lynx. Elle nous suit depuis le puits, » ajouta Lucas. « Elle était à la fenêtre il y a quelques minutes. » Cette information sembla piquer l'intérêt de Pierre. « Vraiment ? Elle est toujours dans les parages ? Elle s'est enfuie quand votre véhicule est arrivé, » expliqua Antoine. « Mais je pense qu'elle n'est pas loin. » Pierre réfléchit un moment, puis sortit un petit appareil de son sac. « J'ai un piège photographique dans le véhicule.
Si ce lynx rôde effectivement autour de la cabane, nous pourrions peut-être capturer quelques images. Ce serait intéressant d'un point de vue scientifique. Pendant que Pierre retournait au véhicule chercher son équipement, le docteur Leroy continuait d'examiner le chiot, qui semblait de plus en plus à l'aise avec toute cette attention humaine. « C'est définitivement un chien de race pure », confirma-t-il, « et en bonne santé malgré son aventure. Quelqu'un doit certainement le chercher. » Cette remarque fit froncer les sourcils à Lucas, qui serra instinctivement le chiot un peu plus près de lui. L'idée de se séparer de Lynx, après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, lui était visiblement douloureuse. « Comment savoir à qui il appartient ?» demanda Antoine, notant la réaction de son fils. « Il n'a pas de collier ni aucune identification visible. » « La plupart des chiens de race sont pucés de nos jours, » expliqua le médecin. « Un vétérinaire pourrait vérifier ça. Si ce n'est pas le cas, les éleveurs de bergers des Pyrénées ne sont pas si nombreux dans la région. Une annonce à la mairie et sur les réseaux sociaux devrait suffire. » Antoine hocha la tête, bien que son esprit soit préoccupé par une question plus pressante. Si ce chiot appartenait à quelqu'un, comment expliquer son lien apparent avec un lynx sauvage? Pierre revint, portant un appareil photo sophistiqué monté sur un petit trépied. « Je vais l'installer près de la cabane. S'il y a effectivement un lynx qui rôde dans le coin, nous aurons peut-être quelques clichés d'ici demain matin. »« Vous allez rester ici cette nuit ?» demanda Lucas, visiblement enthousiaste à l'idée d'une veillée improvisée dans la cabane forestière. Pierre et le docteur Leroy échangèrent un regard. « Ce n'était pas prévu, » admit Pierre. « Mais avec les routes inondées et la nuit déjà bien avancée, ce serait probablement plus prudent. » « La cabane a 2 lits superposés et un canapé, » proposa Antoine. « Ce n'est pas le grand luxe, mais c'est sec et relativement confortable. » La décision fut rapidement prise. Pierre sortit installer son piège photographique, tandis que le docteur Leroy préparait une sorte de solution réhydratante à partir de son kit médical qu'il fit boire au chiot à l'aide d'une seringue sans aiguille. « Ça l'aidera à récupérer plus vite », expliqua-t-il à Lucas, qui observait la procédure avec attention. Dehors, Pierre revenait vers la cabane après avoir positionné son appareil lorsqu'un mouvement attira son attention à la lisière des arbres. Il dirigea sa lampe frontale vers l'endroit, mais ne vit rien. Pourtant, il aurait juré avoir aperçu une silhouette féline s'évanouir dans l'obscurité. « Maya » murmura-t-il pour lui-même, se surprenant à utiliser le nom que Lucas avait donné au lynx. Puis, secouant la tête face à sa propre crédulité, il regagna la chaleur de la cabane. À l'intérieur, Lynx s'était endormi sur les genoux de Lucas, respirant paisiblement, son petit corps enfin détendu après le traumatisme de sa captivité dans le puits. Bandit s'était allongé au pied du canapé, montant une garde vigilante sur son nouveau compagnon. La nuit s'installa complètement sur la petite cabane forestière, l'enveloppant dans un cocon d'obscurité que seule la lueur orangée filtrant par les fenêtres venait percer. À l'intérieur, les 4 humains et les 2 chiens avaient trouvé un rythme presque domestique, comme si cette situation extraordinaire était devenue, l'espace d'une soirée, leur nouvelle normalité. Antoine avait préparé un repas simple avec les provisions qu'il avait emportées, augmentées par celles que Pierre et le docteur Leroy avaient dans leur véhicule. Une soupe chaude, du pain, du fromage et quelques conserves constituaient un festin bienvenu après les émotions de la journée. Lucas, qui n'avait pas quitté Lynx une seconde, mangeait d'une main, l'autre reposant sur le petit corps endormi du chiot. Bandit, ayant reçu sa propre portion, s'était installé près du feu, son regard passant régulièrement de son jeune maître au nouveau venu, comme s'il veillait sur eux deux. « Alors, dit Pierre, brisant un silence confortable qui s'était installé, « racontez-moi exactement ce qui s'est passé avec ce lynx, sans omettre aucun détail, aussi étrange puisse-t-il paraître. » Antoine échangea un regard avec Lucas,
puis commença à narrer leur journée extraordinaire, la découverte du puits, les aboiements désespérés du chiot piégé, l'apparition inattendue de Maya, son comportement inexplicable, et enfin, ce moment surréaliste où elle avait semblé communiquer avec le chiot. Pierre écoutait attentivement, son visage passant de l'incrédulité polie à la fascination. En tant que spécialiste des grands carnivores, il connaissait assez les lynx pour savoir à quel point un tel comportement était aberrant. « Tu es absolument certain qu'elle a délibérément aidé lors du sauvetage ?» demanda-t-il, cherchant visiblement une explication rationnelle. « Aussi certain que je suis assise ici, » affirma Antoine. « Elle a pressé son corps contre les pierres instables, exactement au moment où elle menaçait de s'effondrer. Ce n'était pas un hasard, Pierre, c'était intentionnel. » Le docteur Leroy, qui était resté silencieux jusque-là, intervint. « Même si ce comportement est inhabituel, il existe des précédents d'interactions interspécifiques étonnantes dans la nature. Des dauphins protégeant des humains contre des requins, des éléphants aidant d'autres espèces en détresse. Mais un lynx et un chiot domestique, contra Pierre, secouant la tête. Cela défie toute logique évolutive. Ces deux espèces sont naturellement en compétition, voire en relation prédateur-proie. Et pourtant, c'est ce que nous avons vu, insista Lucas avec la conviction inébranlable de la jeunesse. Maya a sauvé lynx. 2 fois peut-être. Pierre se tourna vers le garçon, intrigué. 2 fois. Que veux-tu dire? Lucas expliqua alors leur théorie, que Maya avait peut-être trouvé le chiot avant eux, avait tenté de le secourir sans succès, et avait finalement guidé les humains jusqu'au puits pour accomplir ce qu'elle ne pouvait faire seule. C'est une interprétation audacieuse, admit Pierre, bien que son ton suggéra qu'il la trouvait plus fantaisiste que plausible. Antoine intervint. « Je comprends ton scepticisme, Pierre. À ta place, je réagirais probablement de la même façon. Mais tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu ses yeux, son comportement. Ce n'était pas un animal agissant par instinct aveugle, mais un être faisant des choix délibérés. » Un silence pensif s'installa dans la cabane, uniquement rompu par le crépitement du feu et la respiration régulière des chiens endormis. « J'ai peut-être une explication, » suggéra finalement le docteur Leroy, tous les regards se tournant vers lui. « Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr, mais est-il possible que ce lynx ait récemment perdu ses petits ?» Antoine fronça les sourcils, considérant cette idée. « C'est la bonne période de l'année pour les naissances chez les lynx. Mais quel rapport avec le chiot? Les hormones maternelles sont puissantes, » expliqua le médecin. « Elles peuvent parfois créer des comportements que nous qualifierions d'irrationnels. Il existe des cas documentés de femelles ayant perdu leur progéniture et qui adoptent d'autres animaux, parfois même d'espèces très différentes. Le chagrin maternel transcende parfois les barrières d'espèces. » Cette explication, bien que toujours extraordinaire, offrait au moins un cadre scientifique pour comprendre le comportement de Maya. Antoine hocha lentement la tête, trouvant un certain sens à cette théorie. Cela expliquerait son attachement au chiot, concéda-t-il. Mais pas comment ils se sont rencontrés initialement, ni comment le chiot s'est retrouvé dans ce puits. À moins que, commença Lucas, une nouvelle idée germant visiblement dans son esprit. À moins que quoi? Encouragea son père. À moins que Maya n'ait trouvé Lynx quelque part d'autre d'abord. Peut-être qu'il s'était échappé de chez son maître, ou qu'il avait été abandonné. Elle l'aurait trouvé et commencé à s'en occuper, comme tu l'as dit, dit-il en regardant le docteur Leroy, parce qu'elle avait perdu ses propres petits. Puis quelque chose s'est passé, et Lynx est tombé dans le puits. Cette hypothèse, bien que formulée par un enfant de 12 ans, était étonnamment cohérente. Elle créait une narrative qui, tout en restant extraordinaire, rendait compte de tous les éléments qu'ils avaient observés. « Ce n'est pas impossible, » admit Pierre à contre-cœur, visiblement plus ouvert à cette explication qu'au récit initial. «
Farfelu, certes, mais pas impossible. Nous en saurons peut-être plus demain, dit Antoine, désignant la fenêtre d'un geste de la tête. Si ton piège photographique a capturé des images de Maya, cela pourrait nous donner des indices supplémentaires. Pierre acquiesça, puis se leva pour ajouter une bûche au feu. En attendant, nous devrions tous nous reposer. La journée a été longue. Les arrangements pour la nuit furent rapidement organisés. Lucas insista pour dormir sur le canapé avec Lynx, tandis que Bandit s'installait fidèlement à ses pieds. Antoine prit le lit du bas d'une des couchettes superposées, laissant celui du haut à Pierre. Le docteur Leroy se contenta d'un matelas de camping qu'il déroula près de la cheminée. Alors que les lampes s'éteignaient une à une et que le silence s'installait dans la cabane, Lucas chuchota dans l'obscurité. « Papa, tu crois que Maya va rester dans les parages jusqu'à demain ?» Antoine sourit dans le noir, touché par l'attachement de son fils pour ce félin sauvage qu'ils avaient à peine rencontré. « Je ne sais pas, mon grand, mais si sa connexion avec Lynx est aussi forte que nous le pensons, alors peut-être bien que oui. »« J'espère qu'on la reverra, » murmura Lucas, déjà à moitié endormi. Antoine n'eut pas le cœur de rappeler à son fils que, quelle que soit la nature extraordinaire de cette rencontre, Maya restait un animal sauvage destiné à vivre libre dans la forêt, loin des humains. Au lieu de cela, il répondit simplement « Dors maintenant, demain est un autre jour ». Dehors, la pluie avait complètement cessé, laissant place à une nuit claire et froide. Les étoiles brillaient intensément au-dessus de la forêt silencieuse, et quelque part dans cette obscurité, deux yeux ambrés fixaient patiemment la cabane, veillant sur ses occupants avec une vigilance qui défiait toute explication conventionnelle. À l'aube, Pierre fut le premier à s'éveiller. Habitué aux levers matinaux lors de ses missions d'observation de la faune, il s'extirpa silencieusement de son lit, s'habilla rapidement et sortit vérifier son piège photographique avant même que les autres n'aient commencé à s'agiter. L'air du matin était vif et pur, lavé par la pluie de la veille. Pierre inspira profondément, savourant ce moment de solitude dans la forêt qui s'éveillait. Les oiseaux commençaient leur concert matinal et une brume légère flottait entre les arbres, donnant au paysage une qualité presque mystique. Il s'approcha de l'appareil qu'il avait installé la veille, curieux mais sans grandes attentes. Après tout, même si un lynx rôdait effectivement dans les parages, les chances qu'il se soit approché suffisamment pour être photographié étaient minces. Pierre retira la carte mémoire de l'appareil et l'inséra dans la visionneuse portative qu'il transportait toujours lors de ses missions de terrain. L'écran s'illumina, affichant la première image, un plan vide de la clairière devant la cabane, prise juste après l'installation. Il fit défiler rapidement les clichés suivants, tous similaires. Puis il s'arrêta net, son souffle se coupant dans sa gorge. Sur l'écran de la visionneuse, l'image était d'une netteté saisissante. Maya, le lynx, assise devant la cabane, son regard ambré fixé directement sur l'objectif comme si elle posait délibérément pour la photo. Mais ce n'était pas sa présence en soi qui stupéfiait Pierre, c'était ce qu'elle avait apporté avec elle. Devant ses pattes avant reposait une proie, un lièvre fraîchement tué. Un comportement déjà inhabituel, car les lynx ne ramènent généralement pas leur nourriture près des habitations humaines. Mais plus étrange encore, l'animal n'avait pas été consommé. Il semblait avoir été déposé là comme une offrande. Pierre fit défiler les images suivantes, découvrant une séquence qui défiait toute explication rationnelle. Sur plusieurs clichés pris à différents moments de la nuit, on voyait Maya s'approcher de la cabane, inspecter les fenêtres, puis retourner près de sa offrande avant de disparaître dans la forêt pour revenir quelques heures plus tard et répéter ce manège. « Incroyable !» murmura Pierre, incapable de détacher son regard de ces images qui bouleversaient tout ce qu'il croyait savoir sur le comportement des lynx. En 20 ans d'études des félins sauvages, il n'avait jamais rien vu de comparable.
Il retourna rapidement vers la cabane, impatient de partager sa découverte. À l'intérieur, Antoine préparait du café sur le petit réchaud à gaz, tandis que Lucas s'éveillait lentement, lynx toujours blotti contre lui. « Il faut que vous voyiez ça », annonça Pierre, brandissant sa visionneuse avec l'excitation d'un enfant le matin de Noël. Antoine et le docteur Leroy se regroupèrent autour de l'appareil, leurs expressions passant de la curiosité à l'étonnement tandis que Pierre faisait défiler les images. « Elle a apporté de la nourriture ?» demanda Antoine, incrédule. « Comme un cadeau ?» « C'est ce qu'on dirait », confirma Pierre, son scepticisme de la veille ayant cédé la place à une fascination professionnelle. « Et regardez ici, sur cette série prise vers 3 heures du matin, on dirait presque qu'elle monte la garde. » Lucas, qui s'était faufilé entre les adultes pour voir les photos, rayonnait de fierté, comme si le comportement extraordinaire de Maya confirmait quelque chose qu'il avait su depuis le début. « Je vous l'avais dit, elle veille sur Lynx. » Les 3 hommes échangèrent des regards, désormais incapables de rejeter cette théorie qui, aussi fantastique fût-elle, semblait la seule explication cohérente à ce qu'ils observaient. « La question maintenant, dit Antoine, c'est de savoir ce que nous faisons avec cette information. » Pierre réfléchit un moment. D'un point de vue scientifique, c'est une observation sans précédent. Ça mérite d'être documenté, étudié. Si tu es d'accord, j'aimerais installer d'autres pièges photographiques dans la zone. Peut-être même essayer de suivre ce lynx pendant quelques jours. « Et Lynx ?» demanda Lucas, serrant protectivement le chiot qui s'était réveillé et léchait joyeusement son visage. « Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» C'était la question délicate que tous avaient évité jusqu'à présent. Le chiot, bien que sauvé et apparemment en bonne santé, appartenait probablement à quelqu'un. L'éthique et la loi exigeaient qu'ils fassent tout leur possible pour retrouver son propriétaire légitime. « Nous devons d'abord vérifier s'il est pucé, » dit Antoine, posant une main rassurante sur l'épaule de son fils. « Si c'est le cas, nous pourrons facilement identifier son propriétaire. » Le visage de Lucas s'assombrit, mais il hocha la tête, comprenant la logique de cette démarche, même s'il n'aimait pas ce qu'elle impliquait. « On pourrait l'emmener à la clinique vétérinaire de Saint-Martin cet après-midi, » suggéra le docteur Leroy. « Ils ont un lecteur de puces et pourront aussi faire un examen plus approfondi. » Leur petit déjeuner fut interrompu par le crépitement de la radio d'Antoine. La voix grésillante du dispatching annonçait une urgence dans un autre secteur du parc, un randonneur blessé nécessitant une évacuation. « Pierre, tu peux t'en occuper ?» demanda Antoine. « Je préférerais rester avec Lucas et ramener le chiot à la clinique. » Pierre acquiesça. « Bien sûr, le docteur Leroy et moi pouvons gérer ça. Mais... » Il hésita, jetant un regard vers les photos sur sa visionneuse. « J'aimerais revenir plus tard pour installer d'autres caméras. Ce comportement de lynx mérite vraiment d'être étudié plus en profondeur. » Les arrangements furent rapidement pris. Pierre et le docteur Leroy partiraient immédiatement pour l'opération de secours, tandis qu'Antoine et Lucas retourneraient à Saint-Martin avec les 2 chiens après avoir remis la cabane en ordre. Alors qu'ils chargeaient leurs affaires dans le Land Rover, Antoine remarqua que Lucas scrutait constamment les bois environnants. « Tu cherches Maya ?» demanda-t-il doucement. Lucas hocha la tête. « Je voulais lui dire au revoir, et merci. » Antoine sourit, touché par la sensibilité de son fils. « Les lynx sont des créatures discrètes, mon grand. Elle nous observe peut-être en ce moment même, mais elle ne se montrera pas en plein jour, surtout avec tout ce mouvement. Tu crois qu'elle comprend qu'on emmène Lynx ?» Antoine réfléchit à cette question surprenante. « Je ne sais pas, mais après tout ce que nous avons vu, je ne serais plus surpris par rien concernant ce lynx particulier. » Le retour vers Saint-Martin se fit dans un silence contemplatif, chacun plongé dans ses propres réflexions sur les événements extraordinaires de la veille. Lynx dormait paisiblement sur les genoux de Lucas, tandis que Bandit, assis à l'arrière,
gardait son museau collé à la vitre, comme s'il espérait lui aussi apercevoir Maya une dernière fois. La petite clinique vétérinaire de Saint-Martin était située au cœur du village, dans une ancienne maison en pierre reconvertie. Le docteur Martinez, une femme d'une 50aine d'années, au visage avenant, encadré de cheveux grisonnants, les accueillit avec un sourire chaleureux qui s'élargit encore lorsqu'elle aperçut le chiot dans les bras de Lucas. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» demanda-t-elle, invitant Lucas à poser Lynx sur la table d'examen. Antoine expliqua brièvement les circonstances de leur découverte, omettant délibérément les détails concernant Maya. Ces révélations pouvaient attendre. D'abord, il devait en savoir plus sur l'origine du chiot. « C'est un magnifique berger des Pyrénées », confirma la vétérinaire après un examen rapide. « Mâle, environ 2 mois, et en excellente santé compte tenu de ce qu'il a traversé. » Elle passa un lecteur électronique sur le corps du chiot qui bipa presque immédiatement. « Il est pucé », annonça-t-elle, confirmant les craintes de Lucas. « Je vais pouvoir identifier son propriétaire. » Le cœur lourd, Lucas caressa la tête de Lynx, tandis que la vétérinaire consultait sa base de données. Le chiot lui lécha affectueusement la main, inconscient du dilemme émotionnel que traversait son jeune sauveur. « C'est étrange », murmura finalement le docteur Martinez, fronçant les sourcils devant son écran. « Cette puce est enregistrée au nom d'un certain Marcel Fournier, de la bergerie des Quatre Vents. Mais... » « Mais quoi ?» demanda Antoine, notant l'hésitation de la vétérinaire. « Marcel est décédé il y a près d'1 mois. Un accident de montagne. Sa bergerie est en cours de liquidation. Ses troupeaux ont été vendus. » Cette révélation jeta un nouveau mystère sur l'origine de Lynx. Si son propriétaire était décédé, comment le chiot s'était-il retrouvé seul dans la forêt, à des kilomètres de toute habitation? Y a-t-il des héritiers? S'enquit Antoine. Quelqu'un qui aurait pu s'occuper de ses chiens? La vétérinaire secoua la tête. Marcel vivait seul. Son neveu de Toulouse hérite de la propriété, mais d'après ce que je sais, il n'a aucun intérêt pour l'élevage ou la vie en montagne. La bergerie doit être vendue. Lucas, qui avait écouté attentivement, intervint avec espoir. « Alors, Lynx n'a plus de maison? Plus personne ne le réclame ?» « Techniquement, » répondit lentement le docteur Martinez, « il appartient à la succession. Mais... » Elle hésita, regardant le chiot qui jouait maintenant avec les doigts de Lucas, manifestement attaché au garçon. « Étant donné les circonstances, je pense qu'un arrangement pourrait être trouvé si vous êtes intéressé à l'adopter. » Le visage de Lucas s'illumina et il se tourna vers son père avec des yeux suppliants. Antoine sourit, sachant déjà qu'il ne pourrait pas refuser. « Je pense que Lynx a déjà trouvé sa nouvelle famille, » dit-il simplement. Alors que la vétérinaire commençait à expliquer les démarches administratives nécessaires pour l'adoption officielle, la porte de la clinique s'ouvrit brusquement. Un homme d'une 30aine d'années entra, essoufflé comme s'il avait couru. « Docteur Martinez !» s'exclama-t-il. « Justement, je vous cherchais. On m'a dit au café que vous aviez un chiot de berger des Pyrénées ici. » Antoine sentit immédiatement Lucas se raidir à côté de lui, serrant Lynx un peu plus fort contre sa poitrine. « Effectivement, » répondit prudemment la vétérinaire. « Et vous êtes ?»« Julien Fournier », se présenta l'homme, « le neveu de Marcel. Je suis venu récupérer le chiot. » Un silence tendu s'installa dans la petite clinique vétérinaire. Lucas serra Lynx contre lui, comme pour le protéger de cet inconnu qui venait bouleverser leurs espoirs d'adoption. Antoine posa une main rassurante sur l'épaule de son fils, tout en étudiant attentivement le nouveau venu. Julien Fournier était un homme élancé, vêtu d'un costume qui semblait déplacé dans ce village de montagne. Ses chaussures de ville, couvertes de boue, témoignaient d'un déplacement précipité et non prévu sur des chemins ruraux. « Monsieur Fournier », commença le docteur Martinez avec une politesse professionnelle, « nous venons effectivement de confirmer que ce chiot était enregistré au nom de votre oncle. Je suis désolé pour votre perte. »
Merci, répondit Julien distraitement, son regard fixé sur Lynx. Je n'étais pas au courant qu'il manquait jusqu'à ce matin. La personne qui s'occupe de la bergerie en attendant la vente m'a appelé pour me dire qu'un des chiots avait disparu depuis plusieurs jours. Ce chiot a été trouvé au fond d'un puits abandonné en pleine forêt, expliqua Antoine, observant attentivement la réaction de l'homme. À plusieurs kilomètres de toute habitation. Comment expliquez-vous cela? Julien parut sincèrement surpris. Un puits? Je n'en ai aucune idée. La dernière fois que j'ai vu la portée, c'était il y a une semaine quand je suis venu pour l'inventaire de succession. Ils étaient tous dans la grange, avec leur mère. « Comment s'appelle-t-il » demanda soudainement Lucas, sa voix trahissant son émotion contenue. Julien sembla pris au dépourvu par cette question. Ils n'ont pas vraiment de nom. Mon oncle les désignait par des numéros, je crois. C'était un éleveur, pas vraiment le genre à donner des noms à ses animaux de travail. Il s'appelle Lynx maintenant, affirma Lucas avec une détermination tranquille, et il aime ce nom. Un sourire involontaire traversa le visage de Julien face à l'attachement évident du garçon pour le chiot. Lynx, c'est un nom inhabituel pour un chien. Antoine intervint, sentant une ouverture dans l'attitude de Julien. « Monsieur Fournier, mon fils a sauvé ce chiot au péril de sa vie. Ils ont développé un lien particulier. Nous étions justement en train de discuter de la possibilité de l'adopter, étant donné que votre oncle est malheureusement décédé. » Julien passa une main dans ses cheveux, visiblement tiraillés. « Je comprends, mais c'est compliqué. Ces chiots sont des bergers des Pyrénées de lignée pure, issus d'une lignée primée. Ils ont une valeur financière non négligeable pour la succession. La valeur d'un animal ne se mesure pas qu'en argent, intervint doucement le docteur Martinez. Ce chiot a trouvé quelqu'un qui l'aime et prendra soin de lui. N'est-ce pas ce que votre oncle aurait souhaité pour ses chiens? Julien soupira profondément. Écoutez, je ne suis pas un monstre. Je n'ai rien contre ce garçon ou ce chiot, mais je dois respecter les procédures légales. La succession n'est pas encore réglée et techniquement, je ne peux pas disposer des biens sans l'accord du notaire. Lucas, qui avait écouté cet échange avec une anxiété croissante, prit soudain la parole. « Il y a autre chose que vous devriez savoir sur Lynx. » Tous les adultes se tournèrent vers lui avec surprise. « Il a été sauvé par un lynx, » continua Lucas, sa voix gagnant en assurance. « Un vrai lynx sauvage qui s'inquiétait pour lui et qui nous a aidés à le sortir du puits. Ce n'est pas un chiot ordinaire. » Julien échangea un regard perplexe avec le docteur Martinez qui haussa légèrement les épaules, n'ayant pas entendu cette partie de l'histoire auparavant. « Un lynx ?» répéta Julien, son ton suggérant qu'il pensait que le garçon inventait cette histoire pour l'attendrir. « Nous avons des preuves », intervint Antoine, décidant de soutenir son fils. « Des photographies prises cette nuit même. Ce lynx a apporté de la nourriture près de notre cabane, comme une offrande. Il semblait veiller sur le chiot. » Julien les fixait maintenant avec incrédulité. « Vous êtes sérieux? Un lynx sauvage qui s'attache à un chiot domestique? C'est extraordinaire, je sais, » compléta Antoine. « Mais c'est la vérité. Notre collègue Pierre Moreau, un spécialiste des grands carnivores, a documenté ce comportement. Il prévoit même d'étudier ce phénomène plus en détail. » Cette révélation sembla ébranler Julien, son expression passant de l'incrédulité à une curiosité réticente. « J'aimerais voir ces photos, » dit-il finalement. Antoine sortit son téléphone. Pierre lui avait transféré quelques-uns des clichés les plus remarquables avant de partir pour sa mission de secours. Il les montra à Julien, dont les yeux s'écarquillèrent devant l'image sans équivoque d'un lynx déposant un lièvre devant la cabane. « C'est incroyable, » murmura-t-il, visiblement troublé par cette preuve visuelle. Un silence s'installa dans la pièce, chacun absorbant les implications de cette situation sans précédent. Ce fut le docteur Martinez qui rompit finalement ce moment de réflexion. « Monsieur Fournier, dit-elle doucement,
Peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur la bergerie de votre oncle? Cela nous aiderait à comprendre comment ce chiot s'est retrouvé si loin de chez lui. Julien sembla soulagé de revenir à un sujet plus concret. La bergerie des Quatre Vents est située à environ 7 km d'ici, près du col de Finestrelle. Mon oncle vivait là-bas depuis plus de 40 ans, élevant des moutons et des chiens. Il était un peu particulier, un solitaire qui préférait la compagnie de ses animaux à celle des humains. « Qui s'occupe de la bergerie maintenant ?» demanda Antoine. « Un ancien employé de mon oncle, Gérard Toussaint. Il reste jusqu'à la vente finale, prévue le mois prochain. C'est lui qui m'a appelé au sujet du chiot manquant. » Lucas, qui caressait distraitement lynx pendant cette conversation, intervint soudain. « Est-ce qu'il y a des lynx près de la bergerie ?» Julien parut surpris par cette question. « Eh bien, oui, en fait. Mon oncle mentionnait parfois avoir aperçu un lynx qui rôdait aux alentours. Il ne semblait pas s'en inquiéter, disant que tant que ses chiens de garde étaient présents, ses moutons ne risquaient rien. » Cette information fit naître une lueur d'excitation dans les yeux de Lucas. C'était peut-être Maya. Peut-être qu'elle connaissait déjà Lynx avant qu'il ne tombe dans le puits. « Maya ?» répéta Julien, de plus en plus perdu dans cette histoire compliquée. « C'est le nom que nous avons donné au lynx », expliqua Antoine. Lucas pense que Maya et Lynx avaient développé une sorte de lien avant que nous les rencontrions. Cette hypothèse, qui avait semblé fantaisiste la veille au soir, prenait maintenant une nouvelle dimension avec ses informations sur la bergerie. Si un lynx, possiblement Maya, fréquentait régulièrement les environs de la propriété de Marcel Fournier, il était concevable qu'elle ait eu des interactions avec les chiots. « Monsieur Fournier, » dit Antoine, saisissant l'opportunité, « serait-il possible de visiter la bergerie? Cela pourrait nous aider à comprendre cette situation extraordinaire et peut-être à trouver un arrangement concernant Lynx. » Julien hésita, jetant un regard vers le chiot qui dormait maintenant paisiblement dans les bras de Lucas. Quelque chose dans cette image, la confiance absolue de l'animal, l'expression protectrice du garçon, sembla le toucher. « Je suppose que ça ne ferait pas de mal, » concéda-t-il finalement. « Je dois y retourner de toute façon pour discuter avec Gérard des derniers préparatifs avant la vente. » Le visage de Lucas s'illumina d'espoir, et même Antoine sentit un soulagement traverser son corps tendu. Cette visite n'était pas une garantie qu'il pourrait garder Lynx, mais c'était un pas dans la bonne direction. « Je vous propose de nous y retrouver dans 1 heure, » suggéra Julien, consultant sa montre. « J'ai quelques appels à passer avant, et vous pourrez ainsi préparer le chiot pour le voyage. » Antoine acquiesça, reconnaissant pour ce compromis temporaire. « Merci, monsieur Fournier. Nous y serons. » Alors que Julien quittait la clinique, Lucas se tourna vers son père, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « On va la retrouver, n'est-ce pas, Maya ?» Antoine passa affectueusement sa main dans les cheveux de son fils. « Je ne sais pas, mon grand. Les lynx sont des créatures insaisissables, mais s'il y a une chance de comprendre ce lien entre Maya et Lynx, nous la saisirons. » Le docteur Martinez, qui avait observé cet échange avec un sourire bienveillant, intervint. « Cette histoire est absolument fascinante. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous découvrirez à la bergerie. » « Nous vous tiendrons informés, » promit Antoine, tandis que Lucas descendait de la table d'examen, Lynx toujours blotti contre lui. La bergerie des Quatre Vents apparut au détour d'un virage, nichée contre le flanc de la montagne comme si elle y avait poussé naturellement. L'ensemble de bâtiments en pierre grise se fondait harmonieusement dans le paysage pyrénéen, une maison principale modeste mais solide, flanquée d'une grande grange et de plusieurs enclos pour les moutons. Un petit ruisseau serpentait à proximité, apportant l'eau nécessaire à cette exploitation isolée. Antoine gara son Land Rover à côté de la voiture de location de Julien, déjà présente. Dans le siège passager, Lucas tenait Lynx sur ses genoux, le chiot s'étant réveillé
et observant avec curiosité ce qui semblait être son lieu de naissance. Bandit, à l'arrière, émit un grognement bas, non pas menaçant, mais comme s'il percevait quelque chose d'inhabituel dans l'air. « Tu sens quelque chose, mon vieux ?» murmura Antoine à son chien tout en scrutant les alentours. Ils descendirent du véhicule et furent accueillis par Julien qui sortait de la maison, accompagné d'un homme âgé à l'allure robuste, vêtu de vêtements de travail usés. « Voici Gérard Toussaint », présenta Julien. « Il travaillait avec mon oncle depuis presque 30 ans. » Gérard les salua d'un hochement de tête, son regard s'attardant sur le chiot dans les bras de Lucas. « Ah, vous l'avez retrouvé, le petit numéro 7, dit-il avec un accent local prononcé. Je me demandais où il avait bien pu passer. « Vous l'appelez numéro 7 ?» demanda Lucas, légèrement offensé que son lynx soit réduit à un simple chiffre. « C'était le système de Marcel, » expliqua Gérard avec un haussement d'épaule. « Pas de nom, juste des numéros pour les chiots, jusqu'à ce qu'ils soient vendus ou assignés à un troupeau. » Antoine intervint. « Monsieur Toussaint, pouvez-vous nous dire comment ce chiot a pu se retrouver seul dans la forêt, à des kilomètres d'ici ?» Le vieil homme sembla soudain mal à l'aise, évitant leur regard. « Je ne sais pas, » marmonna-t-il. « Un jour il était là, le lendemain disparu. J'ai pensé qu'il s'était peut-être faufilé sous la clôture. Ces petits sont malins. » Quelque chose dans son ton éveilla les soupçons d'Antoine. « Et vous n'avez pas cherché à le retrouver ? Un chiot de race pure, comme l'a souligné M. Fournier, a une valeur considérable. » Gérard jeta un regard furtif vers Julien, puis haussa les épaules. « J'ai cherché autour de la propriété, bien sûr, mais je ne peux pas m'absenter trop longtemps, avec tous les animaux à nourrir et les préparatifs pour la vente. » « Peut-on voir où vivaient les chiots ?» demanda Lucas, caressant doucement lynx qui s'agitait dans ses bras, comme s'il reconnaissait son environnement d'origine. « Bien sûr, » répondit Julien, « dans la grange, avec leur mère. » Ils se dirigèrent vers le grand bâtiment en pierre, dont la porte en bois massif grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, la lumière filtrait par quelques fenêtres étroites, révélant un espace bien organisé, avec du foin frais et des enclos propres. Dans l'un d'eux, une magnifique chienne berger des Pyrénées allaitait 5 chiots, tous identiques à lynx mais légèrement plus petits. « Voici Neige », présenta Gérard, désignant la mère. « La meilleure chienne de garde que Marcel ait jamais eue. » Lynx s'agita davantage dans les bras de Lucas, émettant de petits gémissements. Le garçon le posa doucement au sol, et le chiot se précipita immédiatement vers l'enclos, où sa mère l'accueillit avec des léchouilles enthousiastes et un profond grognement de contentement. « Elle le reconnaît, » murmura Lucas, ému par ces retrouvailles. Les autres chiots, curieux, s'approchèrent de leur frère perdu, reniflant et jappant autour de lui. Tandis qu'ils observaient cette scène touchante, Antoine remarqua quelque chose d'étrange, une ouverture dans le mur arrière de la grange, partiellement dissimulée derrière des bottes de foin. Elle semblait trop petite pour un humain, mais parfaite pour un animal de taille moyenne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, s'approchant de l'ouverture. Gérard se raidit visiblement. « Oh, ça ? Une ancienne meurtrière, je suppose. Ces bâtiments sont vieux, vous savez. » Antoine examina l'ouverture de plus près. « Ce n'est pas ancien, constata-t-il. La pierre a été récemment taillée. Quelqu'un a délibérément créé ce passage. » Un silence tendu s'installa dans la grange. Julien se tourna vers Gérard, les sourcils froncés. « Gérard, vous savez quelque chose à ce sujet ?» Le vieil homme soupira profondément, comme s'il portait un fardeau trop lourd. « C'était l'idée de Marcel, admit-il finalement, pour le lynx. »« Le lynx ?» répéta Antoine, échangeant un regard significatif avec Lucas. « Oui, » continua Gérard, semblant soulagé de pouvoir enfin partager ce secret. « Il y a environ 2 mois, Marcel a trouvé une femelle lynx prise dans un piège illégal posé par des braconniers. Il l'a libérée et soignée en secret, ce qui est techniquement illégal, je sais,
ajouta-t-il rapidement en direction d'Antoine. Mais Marcel était comme ça. Il respectait tous les animaux, pas seulement ceux qui lui appartenaient. Et cette femelle lynx, intervint Lucas, son excitation palpable, c'était Maya? Gérard sourit au nom. Marcel l'appelait la dame, mais Maya lui va bien aussi. Elle a guéri et est repartie dans la forêt. Mais voilà le plus étrange, elle est revenue, régulièrement. Elle ne s'approchait pas des moutons, juste de la grange, surtout après la naissance des chiots. Elle venait voir les chiots? Demanda Antoine, incrédule. Pas tous, précisa Gérard. Juste celui-là. Il désigna Lynx, qui jouait maintenant joyeusement avec ses frères et sœurs. Marcel pensait qu'elle avait perdu ses propres petits à cause du piège et que d'une certaine façon, ce chiot particulier l'avait touché. Cette révélation confirmait leur théorie la plus fantaisiste, et pourtant, face aux preuves accumulées, elle semblait maintenant la plus plausible. Mais alors, demanda Lucas, une note d'accusation dans la voix, pourquoi Lynx s'est-il retrouvé dans ce puits? Que s'est-il passé après la mort de Marcel? Gérard baissa les yeux, visiblement honteux. Après l'accident de Marcel, j'ai continué à m'occuper des animaux comme il me l'avait appris. Mais quand Monsieur Fournier est venu pour l'inventaire, il jeta un regard coupable vers Julien. Il a dit que tout devait être vendu, y compris les chiens. Et il a mentionné que la bergerie serait probablement transformée en gîte touristique. C'est la réalité économique, se défendit Julien mal à l'aise. L'élevage de montagne n'est plus rentable. Je sais, concéda Gérard, mais je pensais à ce lynx, à ce lien étrange qu'elle avait avec le chiot. Si la bergerie n'existait plus, elle perdrait ce dernier lien. Alors, il hésita. J'ai pris le chiot et je l'ai emmené dans la forêt, pensant que Maya le trouverait et l'adopterait peut-être. C'était stupide, je sais maintenant. Un chiot domestique ne peut pas survivre dans la nature. C'est vous qui l'avez mis dans ce puits? Demanda Antoine, incrédule. Non, s'exclama Gérard, horrifié. Je l'ai simplement laissé près d'un endroit où j'avais souvent vu le lynx. Je ne sais pas comment il a fini dans ce puits. Lucas intervint, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Maya a dû le trouver, comme vous l'espériez. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Peut-être que Lynx a été effrayé par un autre animal ou un bruit et s'est enfui. Il est tombé dans le puits et Maya ne pouvait pas l'atteindre seule. Antoine acquiesça lentement. Alors elle a attendu une opportunité. Quand nous sommes arrivés près du puits, elle a compris que nous pouvions l'aider à sauver Lynx. Cette explication, bien qu'extraordinaire, concordait avec tout ce qu'ils avaient observé. Le comportement de Maya, son attachement au chiot, sa volonté d'interagir avec des humains malgré sa nature sauvage, tout prenait soudain un sens. Un bruit soudain à l'extérieur de la grange les fit tous sursauter. Bandit, qui était resté silencieux jusque-là, se mit à aboyer, non pas agressivement, mais comme pour signaler une présence familière. Ils sortirent précipitamment et s'immobilisèrent face au spectacle qui les attendait. Là, à la lisière de la forêt qui bordait la bergerie, se tenait Maya, majestueuse dans la lumière de l'après-midi, son pelage tacheté brillant comme du cuivre. Elle les observait sans crainte apparente, ses yeux ambrés fixés sur la grange. « C'est elle », murmura Lucas, serrant la main de son père. « Elle est venue voir Lynx. » Personne ne bougea pendant ce qui sembla une éternité, craignant de briser la magie de ce moment. Puis, répondant à une impulsion intérieure, Lucas retourna doucement dans la grange et en ressortit avec Lynx dans ses bras. Le chiot, apercevant Maya, émit ce même son étrange, ce miaulement-gémissement qui semblait être leur langage privé. Le lynx répondit par un son similaire, s'avançant de quelques pas avant de s'arrêter à une distance prudente. Lucas, avec une intuition que seul un enfant pouvait avoir, posa délicatement Lynx au sol. Le chiot hésita un instant, puis trottina vers Maya, sans peur, comme s'il retrouvait une vieille amie. Le lynx se pencha,
touchant doucement le museau du chiot avec le sien dans un geste d'une tendresse surprenante. Antoine sentit sa gorge se nouer devant cette scène improbable, un prédateur sauvage et sa proie potentielle, unis par un lien que la science pouvait difficilement expliquer. Julien, qui observait cette scène avec stupéfaction, rompit finalement le silence. « Je n'aurais jamais cru voir ça de mes propres yeux », murmura-t-il, visiblement ému. Puis, se tournant vers Lucas, « Je comprends maintenant pourquoi tu tiens tant à ce chiot et pourquoi il s'appelle Lynx. »« Alors, on peut le garder ?» demanda Lucas, l'espoir illuminant son visage. Julien regarda le garçon, puis le chiot, puis Maya qui se tenait toujours à la lisière du monde sauvage, comme une gardienne entre deux réalités. « Oui, » décida-t-il finalement. « Lynx a clairement trouvé sa famille. Je m'occuperai des papiers nécessaires. » Le sourire radieux de Lucas valait tous les remerciements du monde. Maya, comme si elle comprenait qu'une décision importante venait d'être prise, recula lentement vers la forêt, son regard ne quittant pas Lynx jusqu'au dernier moment. « Elle part », murmura Lucas, une note de tristesse dans la voix. « Elle reviendra », dit doucement Antoine. « Pas comme un animal domestique, mais comme une amie, une gardienne. »« Une marraine », suggéra Lucas avec un sourire. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit son cours, transformée par cette aventure extraordinaire. Lynx s'adapta parfaitement à sa nouvelle famille, grandissant aux côtés de Bandit, qui assumait avec sérieux son rôle de grand frère. Lucas et Antoine retournèrent régulièrement à la bergerie, que Julien avait finalement décidé de conserver et de gérer à distance, avec l'aide de Gérard. Et parfois, lors de leur randonnée dans les montagnes, ils apercevaient une silhouette tachetée qui les observait de loin. Maya ne s'approchait jamais autant qu'au jour des retrouvailles, mais sa présence était constante, comme une promesse silencieuse, un rappel que les frontières entre le monde sauvage et le monde domestique pouvaient parfois s'estomper, révélant des connexions plus profondes que quiconque n'aurait pu imaginer. « Tu sais, » dit un jour Antoine, alors qu'ils observaient Lynx, devenu un magnifique jeune chien courir dans les prés, « certains mystères de la nature ne sont pas faits pour être expliqués, simplement pour être admirés. » Lucas acquiesça, son regard tourné vers la forêt où il savait que Maya veillait, invisible mais présente. Dans un monde de plus en plus rationnel et contrôlé, l'histoire de Lynx et Maya demeurait un rappel précieux que la compassion et l'amour pouvaient transcender les barrières les plus fondamentales, créant des liens aussi improbables qu'indéniables. Et dans les montagnes des Pyrénées, lorsque le vent souffle entre les pins et que le soleil se couche derrière les sommets enneigés, on raconte désormais l'histoire d'un lynx et d'un chiot, une histoire de sauvetage, de courage et d'une amitié qui défie toute explication.